Bon, allez, on se lance. Bonsoir à tous et bienvenue à tous ceux qui nous ont salués dans le chat et tout ça, qu'on n'a pas salué de façon audio. Bienvenue à tous donc pour ce live sur les sources générateurs. L'ordre du jour, c'est grosso modo toujours le même. On va présenter rapidement les auteurs du live plus la plateforme HTS Learning. On va parler du sujet de démonstration de ce soir. On passera après à la démonstration. C'est du coup Jimmy qui s'en occupera. Et après, on aura une session de questions-réponses. Alors pas forcément à la fin, les questions-réponses pourraient aussi être posées en cours de route. N'hésitez pas à les mettre dans le chat et je poserai les questions à Jimmy dans la démo au moment opportun si ça se présente. Alors, on va commencer par présenter l'invité, chose que je n'avais pas fait la dernière fois. Je m'étais présenté moi-même en premier comme un sobriquet. Donc ici, mon invité ce soir, ça va être donc Jimmy. Alors, je sais pas si c'est Milo ou Mio, du coup, vu qu'il y a deux L. Bon, Milo. voilà, Jimmy Milo. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le modérateur, c'est un des modérateurs du serveur Discord, donc notre serveur Discord HTS Learning, et c'est un membre qui est très actif. Pseudo, il l'a mis d'ailleurs dans les participants, c'est Aerafal. Développeur, donc C# depuis 2015. Pour la petite anecdote, il a également créé l'extension VS Code V#, qui, avant que Microsoft sorte les extensions officielles de Visual Studio Code, qui du coup remplaçaient les espèces de trucs un peu pourris qu'on avait dans le marketplace, était celle que je recommandais parce qu'elle était beaucoup plus pratique que les autres. Donc, elle a presque failli se retrouver dans le livre sur C# 12, mais bon, Microsoft a un peu pris de court, malheureusement. Néanmoins, il y a quand même une vidéo que j'avais fait dans mon cours C# pour ça, donc c'était une extension assez sympa. Malheureusement, aujourd'hui, un peu moins utile. Et Jimmy est donc passionné du code bas niveau et des performances. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va avoir ce live ce soir, vu qu'on va faire des sources générateurs pour atteindre des niveaux de performance beaucoup plus élevés que à l'exécution. On va y revenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, même si j'en doute, vu qu'on a un tout petit auditoire, mais soit je me présente rapidement. Donc moi, c'est Christophe Pommer, indépendant depuis 2019. 4 livres techniques publiés aux éditions Uni, bientôt un 5e qui va sortir en septembre sur Azure DevOps. J'ai fait plusieurs dizaines, je suis même maintenant, j'ai dépassé la centaine d'heures de formation en VOD, à la fois sur ma plateforme et à la fois sur d'autres plateformes comme les Marketplace, Udemy, ainsi de suite. Je bosse avec certains grands noms en fait de clients, mais bon, j'en ai eu plus d'une vingtaine depuis mon début. Et je suis aujourd'hui à plus de 2000. Alors 2500, c'est un vieux chiffre. En fait, on est 4500 sur ma chaîne YouTube, qui du coup se forment directement avec moi, plus tous ceux qui sont sur la plateforme HTS. Aujourd'hui, je crois qu'on est pas loin des 3000. Et je suis donc MCT depuis 2019. Alors MCT, Microsoft Certified Trainer, ce qui veut dire que j'ai la certification de Microsoft pour faire leur cours officiel. Et MVP depuis 2022. Donc MVP, c'est le titre honorifique de Microsoft. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins dans le coin. Donc, espérons d'ailleurs, c'est bientôt le renouvellement. On va voir si je serai parti pour une deuxième année MVP ou pas. Rapidement, ma plateforme, enfin tout rapide. Donc, le but de cette plateforme, en fait, elle a deux axes. Le premier, c'est d'avoir un catalogue de formation sur tous les sujets que je maîtrise. Aujourd'hui, pour l'instant, je suis le seul auteur, mais c'est pas exclu qu'à l'avenir, il y a d'autres auteurs qui me rejoignent. Si vous souhaitez acquérir des cours, soit à l'unité, soit par abonnement. Et c'est ouvert aux particuliers, bien entendu. Et si jamais vos entreprises pourraient être éventuellement intéressées, sachez que j'ai des offres d'entreprise qui marchent d'ailleurs plutôt pas mal parce que j'ai des demandes grosso modo tous les mois par rapport à ça. Et ça intéresse pas mal les entreprises d'avoir cette flexibilité autour de la plateforme. Mais l'autre axe que j'essaie de développer de plus en plus, quand j'en avais parlé un petit peu avec Alexandre la dernière fois, c'est d'en faire un blog assez vivant, où est-ce qu'en fait on a une grosse communauté de .NET francophone qualitative. Parce qu'en fait, si on regarde un petit peu les actus ou les articles en .NET dans la francophonie, on va tomber sur des articles qui sont assez vieux, .NET Framework, ou qui sont pas forcément ultra qualitatifs. Il y en a, mais après c'est très éparpillé. Donc l'idée, ce que j'aimerais bien, c'est essayer de faire une plateforme centrale, ou tout du moins avoir des ramifications pour qu'on puisse avoir une vraie base de documentaires et de contenu en francophonie. Donc, du coup, c'est ouvert aux candidatures. Aujourd'hui, on est deux. Il y a Alexandre et moi. Il y en a deux, trois autres qui m'en avaient parlé sur LinkedIn par rapport à ça. Et pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé, mais ça avance tout doucement. Si jamais vous êtes intéressé, que vous avez un sujet que vous maîtrisez, vous pouvez bien entendu me contacter pour voir comment vous pouvez rejoindre l'équipe des publicateurs de blog. Alors, je précise que pour la partie blog, c'est pas forcément rémunéré. Si après, j'ouvre la partie formation avec le catalogue en VOD, là, bien sûr, il y aura un partage du chiffre d'affaires. Mais pour la partie blog, c'est vraiment basé sur le volontariat, donc sans rémunération, parce qu'on m'avait déjà posé la question. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ce soir? On va créer donc un mapper, Jimmy va créer un mapper object to object avec un source générateur. Avant
de rentrer dans le sujet, on va préciser ce que c'est un source generator. En fait, c'est un bout de code, pour faire simple, qui va s'exécuter lorsque vous allez compiler votre application. Donc l'avantage, c'est que ça se passe à la compilation et non pas à l'exécution. Et en gros, ce source generator, il va aller analyser votre code C# par rapport à comment il a été configuré et comment vous devez l'utiliser pour aller générer du code natif en quelque sorte. Donc dans l'idée, c'est qu'au lieu d'aller à l'exécution, faire de l'introspection pendant que le code s'exécute, typiquement avec ce qu'on appelle le processus de réflexion, c'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir un objet qui est instancié en mémoire, vous allez lui poser des questions, quel est ton type, donne-moi tes propriétés, donne-moi tes membres. Et dans l'idée, en fait, tout ça, c'est assez coûteux à l'exécution et c'est même d'ailleurs des fois impossible dans certains cas d'usage, comme par exemple quelque chose qui est très à la mode, qui est l'AOT, Ahead of Time, qui ne permet pas du coup d'avoir toute la partie réflexion. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les problématiques adressées par la réflexion à la compilation et ça passe par le biais d'un source generator. Il y en avait un que j'avais démontré sur ma chaîne YouTube justement, qui était le source generator JSON, qui était inclus en .NET 6. Le principe est assez simple. Quand vous tentez de sérialiser un objet en JSON, le fonctionnement de base du serializer, c'est de faire de la réflexion, c'est-à-dire prendre l'objet qu'il a en paramètre, lui poser la question, c'est quoi ton type, c'est quoi tes propriétés, est-ce que tu as des attributs JSON, et après créer le JSON à la volée à l'exécution. Le problème, c'est que c'est lent et coûteux. Donc, le source générateur JSON, ce qu'il fait, c'est qu'en amont, il va aller lire votre objet et il va aller écrire directement le code C# comme si vous avez écrit vous-même le JSON, je simplifie, sous forme de chaîne de caractères avec de l'interpolation. C'est une grosse simplification, mais c'est un peu l'idée. Donc, ce sera quasiment du code natif, ce qui va du coup faire gagner énormément en performance, notamment, et qui évite tous les problèmes liés à la réflexion. Donc, on va créer un mapper object to object. Par exemple, vous avez une personne et vous voulez une personne DTO. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer l'un en l'autre sans avoir besoin d'écrire le code de transformation avec un source générateur? Ce qui nous permettra de comparer la performance entre un source générateur et un package communautaire extrêmement connu qui est Automapper, qui fait donc le mapping, mais à l'exécution. Et comme je le disais, les sources générateurs ont largement le vent en poupe parce que non seulement grosses performances qui sont gagnées, sans équivoque, mais ils vont être utilisés pour de plus en plus de choses qui peuvent être coûteuses et ils vont remplacer donc le principe de réflexion. On l'a vu pour le JSON, après il va y en avoir aussi pour tout ce qui va être la partie contrôleur et tout ça, parce qu'en fait Microsoft mise énormément sur les sources générateurs pour l'AOT, vu qu'ils peuvent pas tout le temps ils peuvent pas tout simplement faire de la réflexion avec l'AOT, du fait du fonctionnement natif de l'AOT. Dans ce cas-là, ils sont obligés de traiter ça à la compilation, donc ils sont en train d'en créer plein. J'en ai traité d'ailleurs quelques-uns rapidement dans mes vidéos sur les previews sur la chaîne, où est-ce que justement on voit qu'ils ont créé ces sources générateurs et c'est vraiment, ça devrait devenir la norme. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer la main à Jimmy qui va vous montrer comment vous pouvez créer un source générateur à partir de rien, à partir du code C#, mais en partant de rien, pour que justement vous fassiez le mapping object to object. Donc, je vais le basculer en host. Donc, normalement, Jimmy, tu as la possibilité de partager ton écran. Très bien. Je vais partager. Tac, 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 tac. On va partager directement Rider. Ça y est, il fait de la pub en plus. Alors, C'est bon. déjà en premier lieu, il faut savoir que les sources générateurs, ça nécessite deux packages. Ça nécessite Microsoft Code Analysis Analyzer et Microsoft Code Analysis C#. Et ça, on peut le voir directement sur le tutoriel de Microsoft. Ils le disent ici. Alors, attention, tu partages que Rider, donc on voit pas le browser. Ah oui. Mais, Comment on peut faire pour tout partager directement à l'écran? Voilà. Voilà, c'est peut-être mieux. ouais. Donc, ils disent ici, il faut ces deux packages qui vont servir justement pour les analyseurs. Ce que je peux faire, c'est envoyer directement le lien. Dans le chat, ouais. Mais sinon, je le mettrai après. Oui, on peut le mettre après, ouais, sinon. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'on est en .NET Standard 2.0 et qu'on est Oui, bloqué en c'est C# important. 11. C'est important. Du coup, parce que ce soit compatible, quel que soit le framework, d'ailleurs. Donc, on va commencer. Une fois qu'on a fait ça, on met NetStandard 2.0. Les implicit using, c'est optionnel. Les nullables aussi. Les Enforce Extended Analyzer Rule, on est obligé. Sinon, on va dire que le compilateur va pas être content.
Et la langue version, j'ai mis C#. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va créer un syntaxe receveur. Le syntaxe receveur, lui, il va servir à quoi? Il va servir à filtrer les entités qu'on veut target. Donc, par exemple, si on veut target, je ne sais pas, un modèle, il va falloir quelque chose pour le target. Donc, par exemple, un attribut. Donc, le syntaxe receveur, il hérite de iSyntax receveur, normalement. Voilà. Et donc, c'est lui, à partir de ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a, comment on appelle ça? Il y a des notes d'exécution. En fait, on va dire que l'analyseur, lui, va analyser tout votre projet et il va prendre toutes les classes. Toutes les classes, tous les modules, et ainsi de suite. Et à partir de ça, nous, ce qu'on va faire, il va faire un for each sûrement dedans. Et nous, ce qui va se passer, c'est comme si on faisait un for each des classes. Et nous, ce qu'on fait, c'est l'action à l'intérieur ici. Donc, on va filtrer ça. Donc, premièrement, on s'en fout de copilote. On va créer une classe map attribute qui, elle, va servir à avoir le nom, par exemple, de la classe de l'attribut. Donc, on va générer un premier attribut. Et on va générer la source. On fait un using system qui est, on va dire, nécessaire pour utiliser la classe attribute. Il y a Nicolas qui demande s'il serait possible de zoomer légèrement dans ton rider C'est mieux? avec Ouais, c'est mieux pour 15, moi. on doit être un peu mieux. Ouais. Voilà. Donc, ensuite, ça c'est bon. Par contre, lui, il me dérange un petit peu, je vais le décaler sur la droite. Voilà. Donc, à partir de ça, on a fait notre map attributes. Donc maintenant, il va falloir qu'on filtre. Déjà, on va regarder si notre syntaxe node, c'est bien une classe. Donc, il y a plusieurs syntaxe nodes. Il y a les structs déclaration syntaxe, les classes déclaration syntaxe et les records déclaration syntaxe. Il y a aussi les enums d'ailleurs. Donc, on va voir si c'est une classe. Si c'est pas une classe, on fait un return. Donc, ça veut dire que l'entité sera soit une struct, soit un enum. Donc ça, on le prend pas. Donc, gaffe, c'est is Pour not que l'instant, tu veux faire du coup. on reste simple. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est l'inverse, hein. Pour l'instant, on reste simple et on target seulement sur des classes. On va chercher si notre classe déclaration syntaxe a des attributs. Donc, si elle n'a pas d'attributs, on fait un return aussi. Après, ça peut être n'importe quoi, hein. Là, je filtre par les attributs, mais ça peut être par exemple, on peut regarder si la classe déclaration syntaxe, euh, si elle implémente telle ou telle classe, par exemple. La base liste, normalement, ça va être tout ce qui est, par exemple, si elle a une classe de base ou des interfaces. Donc là, on va chercher notre attribut. Donc, on va faire un select many des attributs et on va filtrer comme ça. On va faire un first or default et on va pas chercher plus loin, juste faire contains map. Oui, c'est un name syntax, donc on va faire un toString. Et il n'est pas content parce que l'attribut de syntaxe, oui, il veut qu'il soit dans une variable. Voilà. Si l'attribut est nul,
Ça veut dire que ça n'a pas matché. Donc si l'attribut est nul, on fait un return. Et dans le cas contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste de classes de déclaration syntaxe. Donc ce sera, comme Rider le dit, les classes qui seront candidats. Donc à partir de ce moment-là, on ajoute notre classe. Donc ça va être la classe déclaration syntaxe. Donc le syntaxe receveur, lui, sert juste à filtrer vos entités. C'est tout. Il ne sert pas à autre chose. Après, on va faire le générateur. Ça va être le point d'entrée de l'analyseur. Donc lui, il nécessite le iSource Generator et l'attribut générateur. D'ailleurs, vous pouvez le filtrer sur le langage. Donc Microsoft a donné déjà une classe qui s'appelle Language Name. Donc on peut filtrer pour du C#, du F# et du Visual Basic. Même s'il me semble que le Visual Basic n'est pas supporté. Ou peut-être le F#. Pour pas être discriminant. Pour pas être discriminant. Là, ça doit être le F#. Donc là, tout simplement, juste mettre C#, mais de base, sans mettre de language name, c'est déjà C# de base. Le initialize, lui, il va servir à enregistrer ce que vous voulez générer à la compilation, au tout début, sans qu'il y ait d'action particulière. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est auto-générer notre pap attribute, parce que c'est lui qui va servir à faire match nos entités. Donc, ça va être register for post initialisation. Hop là. On va faire un add source, donc le nom de notre attribut. Donc, par convention, vu que c'est du global, on veut que ce soit un .g.cs. Donc, on marque le nom de la classe et la source. Donc, on va faire un map attributes.source. D'ailleurs, j'ai pas utilisé le nom ici, mais pour faire plus propre, on aurait pu l'utiliser ici. Hein. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Donc, on a ajouté notre source. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est regarder dans le projet de sample. Alors, quand vous utiliserez un package, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Le référence output assembly false et l'output item type analyseur, vous n'aurez pas besoin de le faire. C'est que dans le cas où vous faites la librairie vous-même et que vous ne faites pas de package, vous l'ajoutez par référence en fait. Donc on va compiler le projet. Et on va voir que dans netset, ici, il va y avoir source generator. Et il y a bien notre attribut qui a été généré. Qui est juste ici. Après, vous pouvez générer n'importe quoi. Hein. Ça peut être très bien une classe, une interface, un attribut, n'importe quoi, un enum, ce que vous voulez. Donc ensuite, on va le syntaxe notification. Donc lui, c'est un factory pour créer le syntaxe receveur qu'on a fait ici. Donc c'est lui qui va être servi. Le execute, c'est ce qui va se passer quand on build notre projet. Donc ce qu'on va faire, c'est que en premier lieu, on va regarder si le syntaxe receveur, c'est bien notre syntaxe receveur. Si c'est pas le bon, tout simplement on fait un return. Voilà, il nous le dit tout seul. Merci copilote. Ensuite, on va regarder s'il y a bien des entités qui ont matché dans le syntaxe receveur. Donc, on va faire un count. On fait un return. Et ensuite, on va itérer dans les classes qui ont été récupérées par l'analyseur. On va faire un receveur pour un candidate class, for each.
Donc à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on récupère le modèle. Donc ça va être le modèle de compilation. Et ensuite, on pourra récupérer des symboles. Ce que j'appelle par symbole, ça va être la définition de la classe. On va avoir le nom de la classe, ses interfaces, ses attributs, ses méthodes, ses champs, ses propriétés, etc. Donc c'est comme via la réflexion, si vous avez déjà fait de la réflexion, c'est comme si vous faisiez un type-of de ma classe, et ensuite on faisait, là on peut avoir tout le module, le namespace, le base type, les méthodes, etc., etc. Donc on va chercher le modèle. Donc là, ça va être avec la compilation, donc avec le contexte. On va faire un get déclaré de modèle, sémantique modèle, pardon. Et là, on va faire la quantité de classe. Il va demander la syntaxe tree. Ensuite, on va chercher le symbole de la classe. Donc, copilote nous le dit. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire directement, on va regarder si le class symbole est bien à iNamed type symbole, qui sert à récupérer le nom de la classe, d'ailleurs. Et ce qu'on peut faire, c'est directement le faire dans le if. À partir de ce moment-là, c'est bon, on a notre symbole et on va avoir toutes les informations dedans. Donc, on va avoir ses propriétés, etc. Donc, ce qu'on va faire dans un premier lieu, on va récupérer, on va changer notre attribut déjà. On va faire un attribut générique pour target la classe à qui on va avoir mappé les propriétés. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire un where class. Voilà. Il y a Damien qui demande si à la ligne 31, tu voulais pas plutôt mettre un continue plutôt qu'un return. Ah oui, pardon, oui. Bien T'as raison. vu. Bien vu. Oui, parce que du coup, ça va tout arrêter, c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, on va aller chercher notre attribut. Donc, on va faire classe symbole get attributes. Ici, on va pas mettre le get attribute dans une variable vu qu'on va chercher un seul attribut. Donc, on va faire un first or default. On va faire la même chose. Donc, on va faire l'attribut de classe ne soit pas nul. Donc, c'est la déclaration de l'attribut. Et l'attribut de classe.name, donc son nom, on va juste dire contient map attribute. Après, vous pouvez faire avec des equals et tout ça. Mais là, c'est par but de simplicité et pour pas passer 3 heures dessus. Donc, tout simplement, si on va mettre l'attribut dans une variable. Si l'attribut est nul, c'est qu'il y a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'entité qu'on a dans les candidats de classe a normalement matché pour qu'on ait bien l'attribut. Ici. Donc le map attribute n'est pas censé être nul. Mais par précaution, on va regarder s'il est nul, on va faire un continu. Ou sinon, on peut très bien throw une exception ou quelque chose de plus avancé, mais je vous laisserai regarder par vous-même. On peut faire des diagnostics avec les surgénérateurs, on peut faire des diagnostics. Donc, par exemple, vous aurez une notification ici en bas à droite ou en bas à gauche, ça dépend de votre IDE, avec le diagnostic que vous avez fait. Donc, ça peut être avec un titre et une description. Voilà. Donc, ça pourra dire pourquoi il y a cette erreur-là. Ce qui peut être intéressant si effectivement tu sais pas ce qui s'est passé. Il y a Arius qui pose une question par rapport à, je pense à la ligne 30, spécifiquement, quand tu récupères le symbole. Il demande est-ce que symbole, est-ce que c'est la même définition que ce qu'on a en désassembleur et par extension en IL?
Euh, non, parce que là, c'est différent. C'est comme si tu avais une libre de templating, ce qu'on appelle du DSL. Comment expliquer ça simplement? On fait comme si on avait juste un fichier texte avec du C# dedans. On essaie de le parser à la main. Donc, comment Quand tu expliquer? récupères le symbole, en fait, tu récupères un objet qui a parsé ton fichier C# et que tu peux explorer, C'est ce que tu fais, en fait. C'est Une fois ça. que tu as récupéré le symbole, tu vas pouvoir aller lire les propriétés, tout, parce qu'en fait, tu as déjà l'analyse qui a été faite en amont qui te permet de récupérer tout ce que contient ton fichier de code source C#. Donc, c'est un peu différent que je pense que la notion de symbole en assembleur. Oui, C'est c'est. vraiment analytique, c'est un truc analytique, quoi. Faut voir vraiment les source générateurs comme des analyseurs de code. C'est des analyseurs de code et qui peuvent générer du code. Donc pour en revenir à ça, si le map attribute est nul, on fait un continue ou vous serez une exception ou vous faites un diagnostic. Ensuite, ce qu'on va faire, on va récupérer l'argument, donc l'argument qui est générique. On va récupérer son symbole. Donc pour ça, on va faire le map attribute. On va chercher l'attribut classe, qui elle n'est pas nulle, hein, on l'a mis dans le where. Donc on va faire type argument et on va chercher le premier. Alors on sait qu'il n'est pas nul. Donc là, ça va être target symbole. Et ce qu'on peut faire maintenant, vu qu'on a les deux symboles, on a le symbole de base et le symbole qui sera target pour échanger les propriétés, c'est aller chercher les propriétés justement. Donc on va faire un var source properties. Donc tout simplement, on va faire classe symbole. On va plutôt changer son nom et l'appeler source symbole pour être cohérent. On va faire un get members. On va faire un where, pardon. Et là, on va tester si donc le symbole kind, donc le kind ça va être le type, si c'est bien une propriété. Ensuite, on va tester l'accessibilité, donc si c'est bien en public. Si on a quelque chose de protected ou de private, ça ne servira pas à grand chose. Et ensuite, on va regarder si la propriété n'est pas statique. Et là, on va caster justement en iProperty symbole. On va mettre ça à tout arrêt. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose avec les target properties. Concrètement, c'est exactement la même chose. Et ensuite, on va itérer dans les source properties et à chaque itération de source property, on va itérer dans chaque target. En fin de compte, on va tester chaque possibilité. Par exemple, on va avoir un champ ID et on va avoir, admettons, d'ailleurs, on va se créer un modèle pour l'exemple. Donc, on va faire personne, On va avoir un public int ID. Je vais laisser copilote me suggérer. On fera des champs. Voilà. Donc, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'on va itérer d'abord dans la source et après dans la target. Donc, on va itérer. Donc, la première itération, ce sera l'ID. Et ensuite, ça va refaire une itération sur les targets. Donc, on aura on va tester toutes les possibilités. Donc, on aura l'ID. Donc, ça va tester l'ID, le name, l'âge, l'adresse, le phone number et l'email, mais pour chaque propriété de la source. Ce que tu peux faire, du coup, pour l'exemple, c'est créer un person DTO qui reprend que les 3 premières properties, par exemple. Oui, par exemple.
Voilà. Bon, ça, c'est Rider qui est pas content parce que c'est le naming. C'est pas important. Oui. Du coup, on va faire un for each dans les source properties. Et ensuite, on va refaire un for each dans les target properties. Donc tout simplement, si la source property .name n'est pas équal au target property.name, donc on va mettre en string comparaison ordinal, on fait un continue. Et bien sûr, pareil, donc c'est une négation. Donc si la source property, si le nom de la source property n'est pas égal au nom de la target property, c'est que c'est pas la bonne. Et d'ailleurs, dans un exemple plus poussé, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un attribut pour redéfinir le nom. Par exemple, dans le person, si dans le person DTO, on n'aurait pas name, mais username, on pourrait très bien faire un attribut sur le name. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, mapping name par exemple, et avoir le username. Et là, ça permettrait de target le bon nom. Oui, c'est encore une fois, on garde l'exemple simple juste pour montrer Voilà. le getting started. Exactement. Après, vous pouvez faire aussi plusieurs checks, s'il est bien du même type, etc., etc. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, on va déclarer un string builder. On va déclarer ça où? Donc, ce qu'on va faire, on va le faire directement ici. Alors, ce qu'on peut faire déjà, on peut faire un appendline using system. Appendline. Non, d'ailleurs, le using system, on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le namespace. Ensuite, on va sauter d'une ligne. Ensuite, on va faire la classe. À partir de ça, maintenant, on peut déclarer notre méthode. Donc, ce qu'on va faire, on va déclarer notre méthode qui sera... Oui, donc ce qu'on va faire, on va chercher... on va faire comme ça. On va le faire juste ici, juste après les target properties. Donc, on va faire notre SB appendline public statique. Donc là, ça va être le target, donc le target type, donc le person DTO par exemple. Donc on va aller chercher notre target symbole .name. On va d'ailleurs même faire un toDisplayString qui lui va directement inclure le namespace, donc vous n'aurez pas besoin de faire d'using. Et on va faire un map, pas un this parce qu'on ne veut pas que ce soit une méthode d'extension. Après c'est le choix de chacun. Donc on va faire le source symbole .toDisplayString. Donc ce sera la source. Ensuite, on va ouvrir une accolade. On va ouvrir une accolade et on va tout simplement faire un return, une nouvelle instance du type target. Voilà, il me le donne directement. Ensuite, on va rouvrir une accolade. De toute façon, tu as mis un point virgule. Ouais. Exactement. En sachant que ce que tu fais là, typiquement, si tu ferais un analyzer de prod, si je puis dire, tu vérifieras avant que tes target properties, tes sources sont pas nulles et qu'il y a au moins une property en commun si tu veux faire un mapping automatique. Enfin, il y a plein de vérifications qu'on fera en plus, mais encore une fois, on va pas passer la nuit à faire automapper en source générateur. Exactement, on n'a pas le temps.
Donc tout simplement, là, on fait la définition de la méthode qui va servir à mapper donc notre source sur la target. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bah, c'est tout simplement dire que la propriété de la target est égale à la propriété de la source. Donc on va faire un SB appendLine. Donc on va dire source property, non pardon, target property name est égal à source property name et on met une virgule, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs propriétés. Après, rien ne vous empêche de faire un SB remove pour enlever la dernière virgule, etc. Une fois qu'on a fait ça, bah, il me le dit lui-même, on n'a plus rien à faire. Donc, tac, 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 ça va être dans toutes les classes, oui. Par contre, non. Copilote, il fait des belles choses des fois, mais... Donc, on va juste fermer la parenthèse. On pourrait très bien mettre des tabs pour indenter tout ça, etc. Mais là, on n'a pas le temps de faire ça. Donc maintenant, ce qu'on peut faire déjà, c'est essayer de rebuild le projet simple pour avoir le bon map attributes. Voilà. Maintenant qu'on a le map attribute, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le person et mettre notre map attribute. Donc on va mettre le person DTO, tout simplement. Merci C# 11 pour les attributs avec un générique. Là. Alors, il n'a pas l'air de l'avoir généré, c'est normal. Ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait notre string builder, il va falloir ajouter la source au contexte pour que le contexte puisse générer cette source. T'as fermé l'accolade de ta méthode? Parce que là, je vois appendLine pour la méthode, mais pas pour la classe. Pardon. Effectivement. Il faudrait la sortir du for each peut-être, non? Celle-là, Non, l'accolade de la justement, classe. parce que c'est la méthode du coup. Et là, il va falloir mettre une accolade de plus pour la classe. Ouais, pour la classe, pardon. Voilà, c'est ça. Voilà. On s'y perdrait avec tous ces string builder appendLine. Après, pour faire propre, on pourrait très bien, justement définir des modèles avec les classes définition, les propriétés définition, etc., etc. On a Ouais. beaucoup moins de code. Oui, encore une fois, c'est un getting started, quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a fini notre string builder. Et ensuite, comme il nous le conseille, on va l'ajouter à la source. Maintenant, on peut régénérer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est par rapport au namespace. Je pense que personne DTO est défini dans le. Ah, mais mapper, c'est le nom de Et c'est le oui, nom de ta classe et de ton projet. bien sûr, c'est pour ça. C'est pour ça que ça pose souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom de la classe. Appelle-la automapper, juste pour rire. Automapper. Hop là. On va régénérer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr. Immense source, ouais. Il manque source. Donc, on va faire un source ici. Et ça devrait régler tout. D'ailleurs, vous pouvez voir avec quelle facilité on peut voir les problèmes qu'on a et corriger en très peu de temps, quoi. C'est super rapide comme feedback et comme aller-retour. Et d'ailleurs, on peut très bien débugger les sources générateurs. Il faut savoir qu'on peut le faire. Par contre, ça se fait uniquement avec Visual Studio pour le moment. Ah, Donc, avec Abrideo, quoi. voilà. Rider ne fait pas le debug par contre. Il ne supporte pas encore. Donc si vous voulez lancer le debugger, il faut savoir que sur les sources générateurs, il n'est pas lancé du tout. Donc il faut le lancer à la main. On verra si le debugger est attaché. S'il ne l'est pas, on fait un debugger.launch. Et à partir de ce moment-là, si on recompile, on va voir qu'il nous demande s'il veut bien débug le programme.
Voilà. Et donc là, on a bien notre debugging, etc. Si par exemple, je mets un breakpoint ici, on va bien voir que ça fonctionne. Voilà. Donc moi, j'ai pas envie de débugger. Ce qu'on va faire, on va fermer Visual Studio. Et ici, on va juste supprimer cette trois lignes. On va recompiler pour que ça ne nous embête pas avec le debugger. Voilà. Bon, là, c'est pas indenté, mais on voit très bien que ça nous a généré une méthode avec la target, donc le person DTO et la source de personne. Ça retourne une nouvelle instance du person DTO avec les propriétés de la source. Donc, on peut très En bien voir commun, que voilà, qui sont juste celles qui sont en commun avec la destination, juste justement. celles qui sont en commun avec le nom de la source et le nom de la target. Et justement, vous pouvez changer ça justement avec des attributs comme je l'ai fait dans cet exemple-là, où j'ai fait un map name attribute, qui est juste là. Donc, par exemple, moi, j'avais fait un map name. Donc, par exemple, j'ai mon user et mon user DTO. Sur l'user, j'ai un ID et sur l'user DTO, j'ai un UID. Donc, j'ai changé le nom. Et grâce à ça, on peut très bien voir que dans les sources générateurs, on va dans le mapper et on voit bien que l'UID est égal au source.id. Et donc, par exemple, quand moi j'ai fait une méthode d'extension justement pour filtrer tout ça. Ici, donc je transformais un symbole en définition. Donc j'allais chercher le mapName attribute qui est juste là. Et ensuite, s'il était nul, tout simplement le mapName était nul. Sinon, on allait chercher l'argument dans le constructeur, le premier, et sa valeur en toString. Et à partir de ça, quand je faisais un Octopus source generator, ici, j'allais chercher, donc ça c'était la définition de la méthode. Et ici, voilà, je faisais un for each dans les sources, ensuite dans la target. J'avais fait un attribut pour voir si la propriété était ignorée ou pas. Donc si elle est ignorée, je faisais un continue. Ici, j'allais chercher si le map name était nul ou pas. S'il n'était pas nul, c'est que la target avait un nom custom. Tout simplement, s'il n'y a pas de nom custom et que le source property.name n'est pas égal au target property.name, ça veut dire que ça ne matche pas du tout. Voilà, tout simplement. Et donc là, ce que je faisais, j'allais chercher le target name que je définissais ici. Donc c'était en premier le map name, sinon le target property.name. Vu qu'il était nul par définition, le map name, donc tout simplement s'il n'était pas assigné, il était nul. Donc dans tous les cas, si il est assigné, c'est qu'il y a un nom custom, sinon ça veut dire que ça ne l'est pas. Donc ici, j'ai cherché mon target name, et là je faisais un égal source property.name, et ça s'arrêtait là. Et donc, pour voir ce que ça donne vraiment, ça donne ça. Donc là, on voit très bien que ça fonctionne très bien. Et si on veut faire... où c'est que j'ai mis ça? J'avais fait des benchmarks, justement, entre celui-là et Automapper. Donc là, tout simplement, j'ai fait ce qu'on appelle... c'est utilisé pour générer des strings à la volée. Là, je faisais juste un string builder avec un random à l'intérieur de chaque caractère pour avoir un random string. Donc ici, le global setup, si vous avez déjà utilisé benchmark.net, il sera appelé avant de faire le benchmark. Donc tout simplement, ici, je génère des utilisateurs aléatoirement. Ici, je fais la config d'automapper, donc lui qui va créer une map entre l'user et l'user DTO. Du coup, là, j'ai mon automapper qui est là, qui est justement du package automapper.
En sachant qu'Automapper a la même logique que ce que tu as implémenté de base, il va juste tenter de mapper des propriétés avec le même nom et le même type sans config particulière. C'est sa config de base. Exactement. Donc à partir de là, tout simplement, j'ai deux benchmarks. Donc un benchmark qui utilise des sources générateurs avec mon mapper. Voilà. Et un autre benchmark qui utilise Automapper. Donc j'ai lancé le benchmark tout à l'heure. Et on voit bien quand même la grosse différence. Ouais, ça, il n'y a pas photo. C'est clairement, c'est sûr. Ça Vu le fait un peu fonctionnement, beaucoup. vu le fonctionnement interne d'Automapper qui va générer un expression tree pour pouvoir parser tes objets, déjà de base, il va allouer plus de mémoire. On le voit là, on a quand même plus de mémoire et beaucoup plus. Tu passes de 500 kilos à 7 mégas quand même. Et à l'exécution, c'est plus long de parcourir un expression tree pour essayer d'évaluer. Quand bien même ici, c'est vraiment du matching one-one. Alors, il y a peut-être effectivement un truc, c'est que en plus, tu t'es mis toi-même une propre contrainte que tu n'as pas appliquée à Automapper parce que dans ton mapper à toi, tu maps UID avec ID, alors qu'Automapper, lui, il va simplement ignorer cette propriété-là parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Donc, il fait déjà un truc de moins que toi en plus, Exactement. que Je ton fais déjà mapper. quelque chose de plus qu'Automapper. Et d'ailleurs, si on devrait configurer quelque chose, par exemple dans le create map, ici dans le mapper configuration, si on ajouterait une contrainte, ça ajouterait du temps en plus juste. Ah oui, clairement. Voilà. Parce que ça marche via la réflexion. Donc, Et la ouais, réflexion, c'est coûteux. c'est un mélange de réflexion et d'expression, mais ouais, c'est clairement, voilà, ça prend ça prend de la mémoire, ça fait des allocations et à l'exécution. Alors, après, Automapper, sur des gros projets, va déjà, comme on l'a dit, de base, ici, on est sur du getting started, donc Automapper fait beaucoup plus de choses. Donc, si vous voulez avoir une parité en termes de features, il faudrait beaucoup plus que ce qu'on a fait là, hein, clairement. Ce qui pourrait être un projet super intéressant en passant, hein. Et je pense qu'il y en a déjà quelques-uns dans la communauté qui s'y sont attelés. Mais clairement, après, il va être optimisé dans le parcours de son arbre d'expression, parce qu'on va voir qu'au plus on utilise Automapper sur plein de types qu'il connaît déjà, il aura optimisé un peu le chemin. Il y a quelques optimes, mais tu n'arriveras jamais à un niveau. Là, c'est du mapping comme tu l'aurais fait toi à la main, en fait. Tu n'arriveras jamais à ce niveau de perf-là. Justement, sur le générateur, ça revient à automatiser une tâche qu'on ferait à la main. Voilà. Voilà. Donc, au niveau performance, on n'aura jamais mieux que ça. Pour le moment, en tout cas. À moins de générer directement le code IL qui serait ultra optimisé. Mais bon, là, voilà, c'est Et clair. encore. Et encore, je suis pas très convaincu. Le compilateur fait bien le boulot, donc nous, on s'écrit du C Sharp. Autant écrire du C Sharp. En tout cas, merci pour la démo. Pas de Euh, souci, c'était un plaisir. Il n'y a pas eu plus de questions que ça. Il y a Louis qui nous a quittés. Et après, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, des observations ou veulent partager. Je pense que vous pouvez vous unmute librement. Est-ce que éventuellement le code, tu pourrais le partager? Que je Oui, puisse bien le sûr. reprendre, le revoir. Bien sûr, Ce bien sera sûr. pas mal. Je pourrais carrément mettre un lien sur Discord. Ouais. Et puis peut-être pour Christophe le mettre sous le replay sur YouTube Ouais, pour ce ceux que je vais qui faire, sont c'est que en. je vais contacter Jimmy, je vais lui demander de me l'envoyer, je vais le zipper, je vais l'attacher sur une ressource de la plateforme, comme ça le lien sera public et tout le monde pourra y avoir accès à n'importe quand. Et comme ça, je le mettrai également en ressource sous la vidéo. Après, j'ai deux exemples. Pas de souci. J'ai un exemple un peu plus clean, on va dire, Bon, on va faire celui-là, ouais. où j'ai bien séparé les tâches, etc. Parce que celui-là, c'était seulement voué à la démonstration. Euh, je ne savais pas combien de temps ça allait prendre, donc on a fait vraiment au plus simple. Mais là, par exemple, dans cet exemple-là, vous avez un exemple avec le map ignore qui lui va ignorer carrément une propriété. L'exemple aussi avec le map name pour définir le nom d'une propriété, etc. Et du coup, le code est mieux découpé, donc vous aurez peut-être mieux à comprendre. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est mettre les deux dans un seul fichier zip, comme ça après, ça permet de revoir exactement celui de la démo, puis d'avoir un qui est un peu plus clean et qui va un peu plus loin dans les concepts pour l'étudier. Ça permet de faire le lien entre les deux. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais par contre, j'ai pas eu le temps de le voir, je sais pas lequel c'était d'entre vous. Juste, je voulais savoir, premièrement, désolé, comment on lève la main sur, je suis un peu un boomer, je suis désolé.
Non, mais j'avais vu justement quelque chose. J'avais vu un smiley avec ta main. Mais alors, je ne sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre. Donc, Ah oui, j'ai mis une petite réaction justement parce que je savais pas trop comment. Ah oui, qui trappe, qui ouais. lève la main. En bas, ouais, en bas quand tu cliques sur réaction, en bas, tu as Raise Hand qui permet de lever la main, qui normalement est plus persistant que la réaction. Ok, ça marche. Bon, je vais laisser déjà qui trappe, je crois, qui levait la main passer devant. Non, c'était juste pour te montrer, donc tu peux y aller, Ah, vas-y. ok, donc je suis vraiment du père. Du coup, j'avais deux trucs à te demander, Jimmy. Premier truc, c'est. Enfin, bon, je suis désolé déjà, je suis arrivé un peu en retard avec le repas. Est-ce que vous avez montré le point d'entrée de tout ça? Enfin, un peu, on va dire tout ce qui est partie génération de templating, en fait, et démarrage de tout ce Bien sûr, système. bien sûr, on a montré tout ça. D'accord. Bon, je te redemanderai en privé, au pire, t'embête pas trop. Bah, de toute façon, il y aura le replay, hein, donc si tu veux De toute reprendre façon, il y depuis aura le tout. Ouais. début, tu auras accès à ça. Je m'en remettrai ça au pire, ouais. Et la deuxième chose que je voulais te demander, c'est concernant les attributs. J'ai vu que justement, tu définissais une constante pour le name, mais du coup, tu peux te passer de la réflexion pour détecter les attributs propres à une classe? Alors, justement, on n'utilise pas du tout les réflexions. Ouais, mais du C'est coup, le but du son générateur. comment tu fais pour savoir que, par exemple, telle classe possède X attributs? Alors, justement, c'est à ça qu'on en revenait depuis le début. On a le syntaxe receveur qui lui permet de filtrer. D'accord. Tu vas avoir un arbre de symboles en gros. Et Ouais. cet arbre, lui, le syntaxe receveur va itérer dedans et va filtrer ce que tu veux rechercher. D'accord. Donc, par exemple, tu vois, on regarde si le syntaxe node, c'est bien une classe. Ensuite, on regarde bien il a des attributs. S'il a des attributs, on va chercher tous les attributs. Et ensuite, on va regarder si la liste d'attributs ne contient pas l'attribut qu'on recherche. On fait simplement un return. D'accord. Et dans le cas contraire, on ajoute notre déclaration, donc l'entité qui aura matché. D'accord. Donc, c'est pas toi qui va créer justement la partie class declaration syntax. Non, C'est non, déjà non. géré. Ouais, D'accord. ça, c'est l'avantage de l'analyseur Roslyn qui lit le code C# et qui te fournit une API ultra simple pour aller lire ce qu'il y a dedans, en fait. C'est vraiment super simple par rapport à ce qu'il y avait avant. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, les sources générateurs, c'est une surcouche à Roslyn plus puissante, grosso modo. C'est c'est plutôt une extension, en fait, Plutôt du une extension. compilateur. C'est un Ok, plugin que tu vas lui brancher en disant, tiens, je veux que tu fasses ça à la compilation et tu vas te servir de cet outil-là pour générer du code que tu aurais écrit manuellement, sinon, comme le disait Jimmy tout à l'heure. d'accord, merci Concrètement, beaucoup. les sources générateurs, c'est quelque chose que vous pourriez créer par vous-même. C'est pas quelque chose. Bien sûr, c'est optimisé parce que c'était fait par Microsoft et c'est exécuté directement en build, mais c'est quelque chose que vous pourrez faire par vous-même, justement En via fait, via voilà. Ouais, en fait, en gros, c'est comme si tu utilisais l'API system.io pour aller lire le fichier .cs, que tu faisais une analyse syntaxique avec des regex pour essayer d'aller lire les infos dedans, et qu'en fait, tu essayes d'extraire après public class, tu sais que c'est le nom de ta classe, donc tu le ranges dans une propriété name, et ainsi de suite, et tu vas lire en fait le CS et tu le ranges dans des objets. Là, c'est fait pour toi, et c'est vraiment super simple, quoi. Mais toi, Vincent, vu que tu as déjà utilisé la réflexion et que bon, je t'ai pas mal formé dessus, tu vas pas être perdu. Parce que concrètement, quand tu as déjà utilisé la réflexion, bon, tu vas pas être perdu sur Generator. C'est la même logique, mais qui se passe à la compile au lieu du runtime, quoi. Exactement. Du coup, si Vincent a terminé, je crois qu'il y avait Nicolas. Alors, Nicolas, un des Nicolas, je ne sais plus lequel exactement, qui avait levé la main. Ou alors je me fourvoie. Ils sont les gens. Personnellement, j'ai juste applaudi, hein. Ah, c'était peut-être J'ai ça vo- alors. Ouais. Oh là là, je voilà. me fais fourber avec les réactions. Ah ouais, c'est Arius ici, mais aussi pour foutre le bazar là. Ah oui, il aime bien mettre le bazar, Arius. Oh là là, si vous faites la guerre entre modérateurs, ça va pas le faire, hein. Non, 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 du tout. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, pas plus que ça, on dirait. Ah, bah, Euh, c'était il y a une ouais. il y a une petite question qui me vient là des dernières minutes. C'est toi, Jimmy, justement, qui utilise beaucoup les sources générateurs. Est-ce que tu remarques une certaine récurrence d'extensions potentielles que tu rajouterais aux sources générateurs pour l'améliorer? Franchement, non.
D'accord. Ok. Tu as vraiment, vraiment tout qui est fourni avec, en fait. T'as pas besoin de plus. D'accord, je vois, ouais. T'as jamais de truc où tu te dis, bah tiens, j'ai une logique récurrente qu'il faut que je réinstalle à chaque fois, genre. Une logique récurrente, bah, en fait, si tu veux, tu pourrais très bien faire un package qui, lui, euh, te donne des méthodes d'helper pour que tu puisses faire tes propres source generators, tu vois. C'est pas un Ok, souci. ok, Bien sûr, tu auras des choses qui vont se répéter. Parce que ok. quand tu vas filtrer, en fait, c'est par étapes. En premier lieu, tu vas filtrer. Ensuite, tu vas parser. Tu vas chercher, par exemple, moi, je les parse en property définition et en classe définition. Et à partir de Ok. ce moment-là, eh ben, tu vas faire tes checks. Et ensuite, tu vas faire ta génération. Tu vois. Hmm, Grosso modo, ok, tes 4 étapes. d'accord. Et ça, c'est En quelque sach- chose qui va se répéter à chaque fois, en principe. En D'accord. sachant qu'en plus, pour la réutilisabilité, pardon, la communauté s'empare pas mal du sujet. J'ai mis dans le chat un lien vers un gars qui a fait un listing. Alors, je pense que c'est pas le seul qui l'a fait, mais on peut déjà voir qu'il y a énormément de générateurs communautaires. Alors, puis il y en a sûrement de bonne qualité, d'autres de moins, d'autres utiles, d'autres moins utiles. Enfin, dans l'idée, c'est un peu ça. Et vous pouvez voir que voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être utiles pour les sources générateurs, pour des trucs qu'en fait, qui à la base pourraient vraiment nous prendre du temps inutilement au runtime. Par exemple, il y en a un pour la partie enum qui s'appelle enum-fast-to-string.net, parce qu'il faut savoir que quand tu as une enum et que tu appelles point-to-string dessus, le point-to-string sur une enum de base va aller faire de la réflexion pour aller lire l'étiquette de ton enum, parce que de base un enum c'est un int en fait de façon sous-jacente. Donc vu que le toString est assez long, le fast machin point-to-string, ce qu'il fait c'est qu'il va automatiquement écrire les points-to-string à ta place, de telle sorte que ce soit faire la compilation quand tu fais un point-to-fast string ou que tu es à moyen de faire tes enums en string, ça évite de faire de la réflexion en runtime. Donc, tu as plein de petits trucs comme ça, je pense, que tu vas pouvoir utiliser. Et c'est pour ça d'ailleurs que la communauté s'en empare et fait des packages nuggets que tu peux réutiliser. Et tes probes source générateurs, tu pourras aussi les réutiliser, quoi. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est d'avoir des source générateurs qui arrivent à concurrencer les outils qu'on a depuis X temps, que ce soit sur, par exemple, la sérialisation, ils l'ont déjà fait Microsoft. Sur le mapping, comme on l'a vu ce soir avec Automapper, que ça concurrence le niveau de feature d'Automapper ou que ça légalise à minima. Ou alors des trucs comme avant, on avait la possibilité de faire. En fait, on avait déjà quelque chose qui ressemblait au Source avant avec l'aspect orienté de programming, l'AOP, qui permettait de faire un petit peu la même chose. Maintenant, c'est de base dans le framework, ça aura besoin de payer de licence ou trucs comme ça. Donc, c'est vraiment assez excitant ce qui s'annonce. Et d'ailleurs, pour .NET 8, je pense qu'on va en avoir plein qui vont arriver et qui vont clairement booster encore les performances de nos applications .NET parce qu'on aura de moins en moins de réflexion, ce qui est quand même très coûteux. Le souci de ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de packages qui sont entièrement basés sur de la réflexion. Tu Par veux dire exemple, quoi par là? si tu prends un ORM, par exemple, le trois quarts des ORM, ils sont basés sur de la réflexion. Et pour Ah ouais. les refaire dans leur entièreté, tu vas devoir les refaire à zéro ou presque. Ouais, mais quand tu as une force de frappe comme Microsoft, tu peux te le permettre, c'est ce qu'ils font là. Quand tu vois qu'ils font de l'AOT pour la génération des erreurs au niveau du pipeline de middleware ou de l'AOT, pardon, des surgénérateurs pour les erreurs dans les pipelines de middleware dans la dernière preview, où ils font ça aussi pour aller automatiquement instancier tes contrôleurs, c'est-à-dire qu'il va scanner tous les contrôleurs de ta classe et qu'il sait que pour telle URL, il faut invoquer tel contrôleur, donc il fait directement un new plutôt qu'aller faire de la recherche. Il y en a aussi qui utilisent les surgénérateurs pour les containers IOC, pour éviter que ce soit fait par réflexion. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver. C'est certes, c'est coûteux, c'est un shift, hein, clairement. Ça va pas être du jour au lendemain qu'on va tout remplacer par du surgénérateur. Il faut pas oublier aussi que vu que ça se passe à la compilation, au plus on en a, au plus ça va ralentir le process de compilation. C'est ce qui est exactement en train de se passer pour l'AOT, hein. L'AOT ralentit drastiquement la compilation parce qu'ils font compiler en instruction native. Donc tu fais le boulot du compilateur JIT, qui forcément, bah voilà, c'est un boulot supplémentaire. Donc il y a ça qui rentre aussi en jeu parce que bah sur des systèmes DevOps ultra distribués qu'on va livrer 25 fois par jour, si ta compile, elle passe de 2 minutes à 25 minutes parce que tu as 160 sur le générateur, il y a des trucs à trouver, un Ah, juste milieu à avoir. j'ai l'impression que c'est la route qu'ils sont en train de prendre. Par Ah exemple, ouais, clairement. tu peux comparer ça à, par exemple, justement Rust, qui lui a pas de runtime. Lui, c'est seulement tout se fait à la compilation, en fait. Et même le code est analysé et en principe, on dit qu'un programme en Rust qui compile, en principe, il ne devrait pas y avoir d'erreur, à part si c'est vraiment intentionnel.
Ouais, bah, c'est clairement, ils y vont. On va garder la flexibilité et la facilité de coder en C# avec les avantages d'avoir du code natif derrière. Le besoin est grosso modo plus ou moins né avec Blazor WebAssembly pour rester à la sphère .NET. Et après, le besoin s'est vite fait ressentir quand tu compares les perfs de .NET ou l'extensibilité des usages avec d'autres plateformes ou d'autres technologies, quoi. Par exemple, tu prends du MAUI, typiquement, tu dois compiler en natif. Donc ça, on avait déjà ce genre de truc. Donc ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est quand tu prends des grosses boîtes qui te mettent en prod 25 fois par jour, et encore 25 fois, c'est quand ils sont malades, pour être certain d'avoir vraiment de l'input utilisateur et tout ça, tu peux pas te permettre que ta compile dure 25 ans non plus. Donc, tu vois, je pense que ça, et peut-être que ça rejoint aussi la logique microservice, moins de code à compiler, donc ça va plus vite à déployer, tu vois. Donc, il y a c'est une réflexion qui se fait au global. Mais bon, par rapport à la démo de ce soir, c'est sans équivoque que quand tu as un besoin, si par exemple là, tu as besoin de faire du mapping d'un objet A à un objet B parce que tu as plein de DTO et que tu n'as pas grand-chose à faire, bah, autant de faire ton source générateur et te passer d'automapper si tu as besoin que de juste faire du mapping one-to-one avec un ignore et un name comme tu as fait, quoi. Oh là là, alors dans le chat, on a Damien C'est qui va sa retourner sous partie, là. WinDev. Donc, alors Damien, je vais te bannir de suite. Euh, Et Arius qui nous dit que dans 25 ans, on aura des data centers avec des 4x64 corps, mais c'est déjà le cas en fait, ça sous Azure. Après, tu ne loues pas ça. Mais en vrai, euh, de toute façon, il y a des trucs incompressibles. L'analyse syntaxique liée à la compilation, elle peut être optimisée, mais au bout d'un moment, si tu fais toujours plein de trucs et que tu réanalyses systématiquement ton truc, euh, ça prendra quand même du temps. Après, c'est. Je tiens à souligner quelque chose aussi. On parle du build, mais suivant votre IDE, ce qui va se passer, c'est que c'est justement, on utilise Rosalyn. Justement, lui, Rosalyn, comment dire? En fait, votre code est tout le temps analysé, même quand il n'y a pas de build. Justement parce il faut de la coloration syntaxique. Et justement, quand il y a le compilateur qui nous dit que telle propriété ne devrait pas être nulle, etc. Et justement, ça fonctionne justement avec, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, avec le syntaxe receveur. Euh, par exemple, euh, par exemple, si je crée une nouvelle classe dans le sample, qui est juste là, on va regarder ici, en source generator. Voilà, on voit bien que le mapper a juste un user DTO. Ici, si je crée une nouvelle classe que j'appelle personne, personne, et on va essayer de faire un map user DTO par exemple. Je peux poser une question très rapide à Christophe, si tu es dispo, s'il te plaît. Ouais. Si j'ai bien compris, on est d'accord que les sources générateurs, c'est quelque chose qui va générer du code en soi pendant que tu dev, si je dis pas de bêtises. Non, à la compilation. À la compilation? Ouais. C'est justement ce D'accord. que je suis en train d'expliquer. Ah, bah Et écoute. justement, c'est suivant ton IDE, ça. D'accord, ok. Par Ok. exemple, tu vois, là, je viens d'ajouter ton map user DTO, et j'ai Ouais. pas fait de compilation. Et Ah, tu vois que dans le mapper, tu vois, ça s'est créé. d'accord. Parce que Mais oui, j'ai je pas, t'ai vu le faire avec Visual Studio, du coup, bah, ça se faisait tout seul dès mais que tu. j'ai compilé à aucun moment. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et Bah, ça, en fait, si c'est grave. il a compilé de façon implicite, plus ou moins, parce que il y a quand Voilà. même le compilateur se met en marche, mais D'accord. Et comment font du coup les IDE pour détecter qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe, du coup, quand ça se fait au niveau de la compile? Bah, tout simplement, ça compile pas. Enfin, je veux dire, tu sais, il y a l'autocomplétion des IDE, et on a ce fameux truc où bah, des fois, tu vas vouloir faire appel à justement une partie de la classe qui est partielle et n'est pas encore générée pendant que tu es en train de dev. Et comment fait l'IDE? Est-ce que vous avez une idée pour détecter justement que c'est logique parce qu'il va y avoir les sources générateurs qui vont passer derrière? si tu parles de classe partielle, tu dois parler de l'exemple, par exemple, pour la sérialisation JSON. Quand tu fais mon JSON Serializer avec le contexte, tu mets JSON Serializer enfin, ou Serialize tout machin et ça te permet d'après d'avoir l'autre partie de la classe partielle qui est appelée par ton contexte JSON. Mais ça, en fait, c'est pareil, c'est exactement ce qu'il y a de montré, c'est-à-dire qu'en fond, Roslyn se met en marche, fait tourner sur le générateur et va générer le template ou tout du moins l'interface de contrat de tout ce qu'il va y avoir derrière. Est-ce qu'elle va aller au D'accord. bout? Est-ce que le process de compile va aller jusqu'au bout? Ça va dépendre de qu'est-ce que tu as comme code, s'il y a des erreurs et tout ça.
En tout cas, tu ne pourras pas faire clic droit compiler pour avoir quelque chose un binaire exécutable, mais le Ouais. compilateur, en fait, ce que disait Jimmy, c'est ça. Il est toujours en fond en train d'analyser, de tourner de façon sous-jacente pour justement te permettre d'avoir cette interactivité avec ton IDE et d'avoir des feedbacks sur ton code. D'accord. Il Je tourne vois. partiellement en fait. C'est un petit peu comme si je prends l'exemple de l'outil Ncrunch. Ncrunch, c'est un outil qu'on installe dans VS qui fait tourner de façon automatisée tous tes tests. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu tapes du code dans une méthode, Ncrunch se met en marche de suite pour faire tourner tous les tests liés à cette méthode. Et comment il le sait? Tout simplement parce qu'en fait, quand tu tapes du code dans une méthode, le compilateur va réévaluer le bout de code que tu as fait en C# pour régénérer juste ce bloc-là en IL. Et Ncrunch va surveiller cette partie-là d'IL en fait, dans la DLL pour se détecter. C'est un peu le même D'accord, je principe. vois. D'accord. Bah, merci beaucoup. Nickel. Parfait. Du coup, je présume que c'était ta question vu que tu avais levé la main. Yes. Est-ce que pour les autres, d'autres questions ou ça vous semble clair? Et demain, vous allez tous faire des sources générateurs au boulot? Il y en a qui Moi, mettent- je suis frustré. Moi, sur ma mission, je suis en .NET Framework 4.8, donc pas de source générateur. T'as qu'à le faire à la main, hein. On a dit, hein, les perfs sont meilleurs quand tu joues à la main. Ouais, je veux bien. Alors, par contre, ce que je te propose, c'est que je te fasse juste un petit snapshot de leur config automapper, histoire que tu fasses un infarctus, puis tu te rends compte que il faudrait embaucher toute la Chine pour taper le mapping à la main. Tu peux pas faire un T-fort. Tu pourrais tester. Ouais. Je suis pas trop audacieux parce que quand tu sais que l'appli est en prod et qu'elle génère des milliards de chiffres d'affaires, j'ai pas trop envie de jouer avec le feu. Déjà, rien que Non, sur mais le Mais ton fait que petit c'est. fort, ton petit fort, la seule chose que ça fait, c'est que ça gère du code. Ouais, mais ouais, oui, c'est le truc, c'est à l'ancienne, quoi. Mais bon, c'est même Voilà. vu la tronche de leur solution avec leur niveau, est-ce que tu as 15 niveaux d'héritage et tout? Non. Non. Je pense que déjà Visual Studio, quand je débug un test, il est en train de friser une fois sur deux. Donc s'il devait évaluer du T4, rien que là, je pense qu'il serait déjà. Il serait bien non plus. après, Bon. quand même, que ce soit la réflexion ou les sources générateurs, le but principal, c'est lié à se faciliter la tâche et ne pas réécrire 50 fois du code. Ouais. Et d'être flexible aussi, de pouvoir gérer des scénarios que tu as. Parce qu'en fait, c'est ce que Automapper va te permettre, c'est de gérer des scénarios plus facilement avec d'une flexibilité sans que tu aies besoin de te prendre la tête, quoi. Bon, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Donc, on a respecté plus ou moins l'horaire, 9h07. On va laisser Jimmy aller dormir parce que je pense qu'il en a besoin. Puis moi, je vais aller manger. Là, Voilà. je vais Je te commence à renommer faire faim. animateur. Hop là. Yes, comme ça, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement et tout. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie tous d'être venus, d'avoir participé. C'était bonne ambiance et super à la démo, Jimmy. Merci encore de ton partage par rapport à ça. Avec J'espère que vous avez. plaisir. Voilà, tout le monde a l'air d'avoir apprécié, donc c'est nickel. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée, bon appétit à Nicolas, hein, parce que Merci. il fallait manger. Et on se dit à bientôt sur Discord déjà pour tous ceux qui y sont, et puis sinon probablement un prochain live plutôt vers la rentrée pour laisser l'été tranquille. J'ai déjà la prochaine victime d'ailleurs. On vous tease pas encore, on vous teasera un peu plus dans l'été. Qui sait le prochain qui vous fera une présentation. Et merci à tous pour votre participation et à bientôt.